Sur le plan physiologique, les effets liés au rituel d'ayahuasca les plus connus sont les suivants. Les expériences subjectives, hallucinations auditives et visuelles, qui culminent entre 1 heure et 2 heures après l'ingestion du breuvage, les hallucinations perceptuelles favorisant un état de bien-être relaxant la plupart du temps, les concentrations sanguines de DMT qui peuvent atteindre leur maximum environ 1 heure et demie après l'ingestion, ce qui coïncide avec le pic d'expérience hallucinogène. La pression artérielle diastolique augmente significativement, tandis que la pression artérielle systolique et la fréquence cardiaque augmentent, elles, de leur côté, beaucoup plus modérément. Il faut savoir que les effets physiologiques les plus désagréables du rituel ayahuasca restent de loin les sensations physiques modifiées, perturbations des 5 sens classiques et les vomissements prolongés selon l'état de santé de chacun. Sur le plan psychologique, les perceptions rapportées se situent au niveau du corps physique, notamment des sensations de brûlure dans l'estomac, des picotements, des modifications de la perception de la température corporelle et de la sensibilité de la peau, ainsi que des nausées légères. Les hallucinations sont généralement intenses et soudaines. La plupart des personnes impliquées dans le rituel d'ayahuasca signalent une forte montée de l'anxiété ou de peur initiale qui finit par s'estomper dans les heures qui suivent. Les hallucinations visuelles intenses vont de l'augmentation de la luminosité à des vibrations dans le champ visuel, avec la perception de motifs se déplaçant rapidement et à des scènes d'action visibles, que les yeux soient ouverts ou fermés. Les modifications de la perception auditive sont également ressenties. L'audition est grandement améliorée et les sons deviennent plus clairs et distincts. Les processus de pensée et la cognition sont également modifiés. Le taux de réflexion est accru et généralement axé sur le contenu psychologique intime avec un nouvel aperçu des préoccupations personnelles. Les réactions émotionnelles sont intensifiées à des doses plus élevées. Il est possible de ressentir du bonheur, de la tristesse, de l'émerveillement ou de la stupéfaction, et parfois simultanément en tant que sentiment contradictoire. Selon le dosage du breuvage ayahuasca, des modifications transitoires de la perception de soi et du temps sont observées. Une sensation de détachement corporel est très souvent signalée, tandis que des sentiments de proximité avec les autres, de bonheur et d'euphorie sont rapportés quand les doses ingérées sont particulièrement élevées. Sur le plan thérapeutique, certains scientifiques pensent que l'ayahuasca est un outil de guérison prometteur pour des troubles tels que la toxicomanie, les maladies mentales ou encore les troubles immunitaires. Une étude récente portant sur une cérémonie d'ayahuasca au Canada a révélé des effets importants sur le traitement des comportements de dépendance. Avec un soutien approprié comprenant une thérapie de conversation et un support de réseau social, l'utilisation régulière et à long terme de l'ayahuasca peut aider à modifier durablement le mode de vie. L'ayahuasca peut également contribuer à atténuer les déficiences en sérotonine liées à l'alcoolisme, à la dépression, à l'autisme, à la schizophrénie, les troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention et la démence sénile. En développement personnel, l'utilisation de l'ayahuasca comme outil d'éveil et de croissance spirituelle chez les Occidentaux s'est accrue ces dernières années. Beaucoup de ceux qui cherchent des expériences de croissance personnelle avec l'ayahuasca signalent un sentiment de connexion et de compassion avec les personnes de leur entourage. Certains rapportent des éveils spirituels qui mènent à des changements de perspective de vie stables et à long terme. Ceci est induit par un niveau d'introspection particulièrement intense, qui conduit à une profonde conscience de soi et à une grande clarté sur la gestion des problèmes personnels et des systèmes de croyances, longtemps programmés par les sociétés et les cultures dans lesquelles nous avons grandi. Tim Ferriss, auteur du livre à succès La semaine de 4 heures, publié en avril 2007 aux États-Unis, est un ardent défenseur de l'ayahuasca et affirme que 90% de la colère qu'il avait accumulée pendant des décennies, depuis sa plus jeune enfance, avait complètement disparu suite à un rituel de l'ayahuasca.
Il affirme également que presque toutes les personnes influentes dans le secteur des startups utilisent l'ayahuasca à un moment donné pour stimuler à la fois leur créativité et la qualité de leur productivité. Sur le plan légal, bien que l'ayahuasca contienne de la DMT, une substance encore interdite au niveau international, ce breuvage est considéré dans de nombreux pays comme une préparation sacrée respectée et n'est pas soumis aux mêmes interdictions que la DMT. L'ayahuasca est aujourd'hui légal au Brésil et au Pérou, des pays qui accueillent la plupart des retraites spirituelles ésotériques et chamaniques permettant l'ouverture de conscience. De la même manière que les ordinateurs quantiques contiennent l'ensemble de toutes les solutions possibles pour chaque problématique rencontrée, la DMT favorisant l'expansion de conscience nous permet de voir que toutes les possibilités existent en nous et que faire un choix, prendre une décision, poser un acte concret, c'est donner vie à une possibilité de manière instantanée et concrète, plus connue en physique des particules subatomiques sous le nom d'intrication quantique ou bien manifestation concrète de la pensée dans le monde ésotérique. Irving Laszlo, philosophe des sciences et théoricien du tout, assimile ce vide quantique rempli d'énergie créatrice au champ akashique de l'ancienne tradition spirituelle hindoue. Les hindous disent que l'akasha est un champ éthérique à partir duquel tout l'univers s'est formé et qu'il contient dans sa structure énergétique tout ce qui a déjà existé, ce qui existe actuellement ou existera dans le futur. C'est en quelque sorte une banque de données universelle. Selon l'astrophysicien Trinh Xuan Chan, les philosophies orientales ont toujours accueilli la notion de vide à bras ouverts, parce que le vide, pour elles, est la matrice consciente, la mère de toute création universelle, l'origine de tout. Ce n'est pas le vide dénué de tout, comme dans la pensée occidentale, mais un vide plein, rempli d'énergie. Et il précise que, dans le taoïsme, c'est le vide qui est à l'origine de l'univers, ce qui rejoint la cosmologie moderne. Le monde auquel notre cerveau nous connecte est fondamentalement un, que son unité soit due à un champ d'information quantique ou au travail d'une intelligence divine transcendante. Entrer en communication avec cette unité a été la quête de tous les grands enseignants et maîtres spirituels depuis fort longtemps. Et comprendre la nature de cette notion d'unité reste la quête ultime de tous les grands scientifiques d'aujourd'hui. Les physiciens recherchent l'équation qui validerait leur fameuse théorie du tout, théorie qui justifierait toutes les lois de la nature et expliquerait tout ce qui s'est passé dans l'ensemble de notre univers depuis sa création. Einstein a dit « Connaître cette équation serait comme lire dans la pensée de Dieu ». Et lorsque l'être s'élève vers un tel niveau de connaissance, il a potentiellement accès à la conscience infinie de l'univers. Quand on s'intéresse à la conscience et aux différentes couches de l'esprit, la science du yoga nous dit la chose suivante. Le corps est composé de 5 facteurs fondamentaux: solide, liquide, lumineux, aérien, éthéré. Facteurs fondamentaux qui composent l'univers entier et qui sont contrôlés par l'esprit. Le mental, lui, est composé de 5 couches: consciente, subconsciente, supramentale, subliminale et subtile, ainsi que son contenant, le corps physique. Dans la culture védique, les couches de l'esprit s'appellent les koshas, et les pratiques spirituelles, y compris les postures de yoga, la méditation, l'exercice physique et la régulation du régime alimentaire, contribuent au développement holistique de toutes les couches de l'esprit. La première couche est la couche de conscience. L'esprit conscient fonctionne à travers les sens, le désir ou l'aversion, et agit à travers les organes moteurs. À ce niveau d'esprit, nous remplissons toutes les fonctions qui nous rendent semblables aux animaux, c'est-à-dire que nous mangeons, nous dormons, nous procréons et réagissons à notre environnement. La deuxième couche est la couche du subconscient. Selon la science du yoga, l'esprit subconscient fonctionne à travers la mémoire, la contemplation, l'expérience du plaisir et de la douleur et les rêves. C'est un niveau d'esprit éprouvé par les personnes ayant des capacités paranormales contenant en partie les souvenirs d'expériences en provenance des vies passées. La troisième couche est la couche supramentale ou esprit supérieur.
Le supramental fonctionne par intuition, intuition créative, phénomènes paranormaux, perception extrasensorielle, précognition, télépathie, télékinésie et d'autres bien sûr, et agit comme un entrepôt de connaissances sur le passé, le présent et le futur. C'est le niveau d'esprit à partir duquel nous commençons à expérimenter la notion d'unité avec l'univers entier. Nous y faisons appel parfois lorsque nous vivons une expérience émouvante dans la nature ou une expérience de pic émotionnel qui nous amène au-delà de notre conscience normale. La philosophie du yoga nous dit que ce niveau d'esprit est accessible à tous et qu'il est atteint naturellement par la pratique régulière de la méditation. Les êtres humains du futur penseront que ces expériences sont parfaitement normales et apprendront à utiliser ces couches de l'esprit à des fins de progression individuelle et sociale. La quatrième couche est la couche subliminale ou connaissance spéciale. L'esprit subliminal fonctionne à travers les facultés de discrimination et de détachement. Cette couche est la plupart du temps atteinte par les personnes tournées vers l'usage des pratiques spirituelles au quotidien, tout type de yoga ou de méditation profonde. C'est l'endroit à partir duquel nous commençons à comprendre la relativité de nos corps et du monde qui nous entoure. Les qualités de douceur, de patience, de sérénité, d'humilité et de largeur d'esprit se développent au fur et à mesure que cette couche se déploie. La cinquième couche est la couche causale subtile, ou l'enveloppe dorée. L'esprit causal subtil a une fonction bien précise, l'aspiration à la réalisation de soi, par la découverte de notre mission d'incarnation. Lorsque nous avons accès à cette couche d'esprit, nous sommes fermement établis dans l'universalisme. Nous éliminons radicalement de notre pensée tout désir de manipulation, tout désir de jugement, tout désir de possession sur les autres et sur le monde. Nous sentons que nous faisons partie de chaque atome de l'univers et que la portée de notre amour est véritablement infinie. Nous adoptons un style de vie totalement différent et nous faisons l'expérience de l'amour inconditionnel à chaque instant. Ainsi, lorsque nous sommes en mesure d'accéder aux couches supérieures de l'esprit, nous avons acquis la concentration nécessaire pour contrôler, développer et renforcer les chakras ainsi que les fonctions corporelles, entraînant une plus grande clarté mentale, une stabilité émotionnelle et une longévité physique pouvant aller au-delà de toute espérance. Au fur et à mesure que le corps s'affine, les chakras sont purifiés, renforcés et mieux utilisés. Le Tantra Yoga, lui, se veut holistique en ce sens qu'il reconnaît l'interdépendance du corps et de l'esprit. Et si nous souhaitons atteindre l'illumination pour faire à nouveau un avec la matrice divine, l'enseignement partagé par les plus grands maîtres spirituels nous dit qu'il est nécessaire de prendre soin de notre corps physique et de nos corps énergétiques, afin d'unifier l'esprit à son véhicule et de permettre ainsi à la conscience de transcender le mirage de la séparation.